se le demander, donc avec des écarts importants à la norme, avec des troubles importants. Non. Est-ce qu'une situation complexe, c'est un enfant qui serait complexe? Non plus. En vérité, si on regarde la définition de ce qui est complexe, ben, on se rend compte que ce qui est complexe, c'est multifactoriel, c'est certainement les troubles en eux-mêmes qui sont complexes. On entend bien à quel point chacun vous dites être obligé régulièrement de réexpliquer ce que sont les troubles. Ce qui est complexe, c'est l'impact de ces troubles, parce que d'un enfant à un autre, l'impact n'est pas le même. D'un moment à un autre, l'impact n'est pas le même. Dans un environnement donné, l'impact est moins important, alors que dans un autre environnement, l'impact est important. Donc il y a beaucoup de modulation de ces impacts. Et puis, ce qui est complexe en général, c'est l'environnement global, parce que si on était tous en situation duel, l'un avec l'autre mais qu'à deux, je pense que tous nos dialogues dont on parle, qui seraient nécessaires de mener, on arrivera à les mener et on ne serait pas obligé de redire le lendemain matin. Alors au fait, il faut vous rappeler, moi je suis dyslexique et j'arrive pas à accéder à la compréhension si on n'y va pour moi. Ou je suis dyspraxique et sincèrement, s'il faut que je fasse des tracés en géométrie pour pouvoir après résoudre le problème, je ne peux pas le faire. Si on est dans un dialogue permanent avec une seule personne, je pense que très vite la personne, elle a compris, on n'a pas besoin de le dire. Mais l'environnement global est complexe parce qu'il est multiple. Un peu moins multiple à l'école primaire, très multiple au collège, et de plus en plus complexe en fonction des matières que les enfants vont avoir à apprendre à l'école. En orthophonie, ce qui est complexe, c'est souvent d'être le seul soignant de l'enfant. Toutes les situations des troubles 10 ne nécessitent pas l'intervention d'une orthophoniste. J'ai vu parce qu'on est 97% de femmes dans la profession, mais beaucoup de ces situations nécessitent l'intervention d'un orthophoniste qui est très souvent le seul soignant. Très souvent aussi, le fait de la complexité, c'est pas qu'un seul facteur, c'est un enfant qui était peut-être pas prêt, un enfant qui n'est pas assez mobilisable parce qu'il a d'autres difficultés, un environnement familial compliqué parce que les deux parents travaillent et que le seul rendez-vous d'orthophonie possible, il est à 16h30 le mercredi, et que le mercredi à 16h30 les parents travaillent. Quelque chose de compliqué parce que cet enfant à l'école il a une pression importante et puis il n'arrive pas en fin de journée à aller chez l'orthophoniste. Vous voyez, donc tout ça c'est complexe. Comment on va faire, nous orthophonistes, je ne parle pas des autres, mais je pense qu'il pourrait dire la même chose, pour organiser des soins dans ces contraintes d'agenda que sont celles des enfants, la vie d'un enfant, hein, qui est quand même très occupé, que sont donc, ces contraintes d'agenda des parents, la vie des parents aussi elle est très occupée, que sont les contraintes d'agenda qui sont les nôtres. Et malheureusement, on ne peut que regretter tous ensemble de ne pas être assez nombreux pour répondre aux demandes de besoins, aux demandes de soins en orthophonie. Et en orthophonie, on va autant prendre en charge un enfant qui vient juste de naître qu'une personne qui a plus de 100 ans. Parmi tous ces gens qu'on va prendre en charge, il y a ceux qui ont des troubles 10. Et vous voyez bien que nos demandes, elles sont de plus en plus importantes. Donc comment on va faire dans ces contraintes d'agenda? Puis en vérité, comment on va faire pour faire que ce soin qu'on va donner, une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois toutes les 3 semaines, comment on va faire pour que ce soin soigne, aide l'enfant à fonctionner en tant qu'enfant et aussi en tant qu'élève? Comment on va transposer les compétences qu'il a acquises avec nous pour qu'il puisse acquérir les connaissances qui sont nécessaires à ce qu'il devienne un adulte, un futur citoyen. Donc du coup, la complexité, il y en a déjà beaucoup. Ce qui est complexe aussi, c'est un mauvais adressage en orthophonie. Vous allez dire, un mauvais adressage, c'est pas grave, que vous avez reçu l'enfant et puis vous le renvoyez après, il n'a pas besoin de vous. Sauf que pendant le temps où la personne attend son bilan orthophonique, liste d'attente, hein, vous l'avez entendu, et bien pendant ce temps-là, il n'est pas soigné par peut-être celui des professionnels de santé qui devraient le soigner. Et puis quand enfin il a eu son rendez-vous d'orthophonie, qu'il a attendu pendant plusieurs mois, il a peut-être mis tellement d'espoir dans ce rendez-vous en orthophonie que c'est pas si simple que ça que de lui expliquer qu'il va falloir qu'il refasse le même parcours et parfois avec une attente importante pour aller voir un autre professionnel.
Surtout qu'à l'école, la maîtresse, elle a dit qu'il fallait l'orthophonie, aussi pour prendre les idées. Je résume, mais ça arrive, c'est compliqué, ça, c'est vraiment très compliqué. Ce qui est complexe aussi en orthophonie, c'est la bilan tardif. Alors, soit parce que l'enfant, il a hyper compensé, ils sont très intelligents, les enfants autistes, hein, donc il a hyper compensé, il avait un étayage à l'école suffisant, qui fonctionnait bien, puis tout à coup, à un moment de sa scolarité, ça s'écroule. Il ne peut plus compenser. Et donc, il arrive pour ce bilan tardivement. Et c'est très difficile pour nous que de déconditionner parfois des stratégies de compensation qui ne sont plus efficaces que les enfants ont pris l'habitude d'utiliser. Parfois aussi, cet enfant il arrive tardivement d'orthophonie parce que les alertes ont été données, mais l'accès aux soins n'étant pas facile, on peut comprendre que les familles se découragent et n'arrivent pas à aller au bout de leurs demandes. Moi, je suis orthophoniste dans une petite ville de l'Orne, c'est en Basse-Normandie, et dans cette petite ville de l'Orne, il nous arrive de recevoir des gens qui ont appelé il y a plus de 6 mois pour avoir un rendez-vous en orthophonie. Et ces gens, parfois, quand on les rappelle en leur disant, voilà, vous avez fait une demande d'orthophonie il y a 18 mois, est-ce que cette demande pour votre enfant est toujours nécessaire? Est-ce que vous avez trouvé un autre professionnel? Et ils vous disent, oh, ben, je ne me rappelle plus, je vous avais appelé vous, Hélène? Je ne me rappelle plus, j'avais appelé 20 orthophonistes à l'époque. Donc parfois, c'est ça aussi qui fait que c'est complexe, parce que les gens, ils ont appelé partout, ils ne savent plus. Puis quand on les rappelle, ils ne savent plus. Hein, voilà, ils sont un peu perdus. Ce qui peut être complexe, et vous le savez, on ne va pas s'alourdir là-dessus, mais c'est la double prise en charge. C'est le fait que votre enfant bénéficie de soins qui sont remboursés par l'assurance maladie parce que fait dans le cadre du libéral, mais qu'il a aussi besoin d'autres soins, pris en charge sur des dotations globales au sein de structures, CMP, CMPP, CESAD, etc. Et donc là, des fois, c'est un peu compliqué, parce qu'on vous dit à vous, c'est pas possible les deux en même temps, il faut choisir. Comment vous auriez à choisir? Est-ce que je prends plutôt le médicament qui me permet de pas avoir mal à la tête, mais en même temps j'ai une entorse pas possible et j'aimerais bien lécher le kiné? Ah ben tu ne peux pas lécher le kiné quand tu as mal à la tête. C'est pas possible, d'accord? Ça nous semblerait aberrant. Ben voilà, on peut en être là. Et puis ce qui est complexe en orthophonie, il faut qu'on dise aussi, c'est un traitement orthophonique qu'on a proposé qui ne produit pas d'effet. Alors on n'a jamais eu la prétention de guérir les enfants 10, puisque vous savez, c'est un truc durable. Par contre, de soigner, de permettre que la personne fonctionne mieux, c'est une de nos missions, une de nos ambitions, et parfois ça ne marche pas. Du coup, si on est le seul soignant, ben, on peut parfois être en difficulté pour se poser la question du pourquoi ça ne marche pas. Alors j'avais envie de vous présenter très vite des situations complexes en orthophonie. Ce sont mes patients. Parmi mes patients, alors ça fait 35 ans que je travaille, c'est pas en ce moment, j'ai pas ces patients-là tout de suite en prise en charge et ça va mal pour tous. Hein. Mais voilà, je suis allée chercher des choses parmi ces patients, de situations qui sont quand même assez récentes. Donc Pierre, par exemple, il y a 2 ans, qui est scolarisé en 5e, donc suivi en orthophonie depuis la maternelle. Donc, il y a eu un petit arrêt des soins, et puis après il y a eu une reprise au moment du CM1 parce qu'il était en grosse difficulté d'apprentissage et de maîtrise de la lecture. Mais Pierre, il a des difficultés de coordination motrice et il n'a pas d'accès à des soins en psychomotricité. Dans la petite ville de l'Orne où j'habite, il n'y a pas de psychomotricien, ni dans les structures, ni dans les institutions, ni en libéral. Donc c'est complexe parce que c'est difficile d'établir un projet thérapeutique orthophonique par défaut. Je veux dire, c'est pas un projet thérapeutique par défaut, c'est que moi je sais bien que cet enfant, pour pouvoir être réceptif à certaines des techniques, entre guillemets, de rééducation que je veux utiliser, il faudrait bien qu'il soit soulagé de ses difficultés de coordination motrice. On va avoir du mal à le faire avancer si en préalable, cette intervention-là n'est pas proposée, n'est pas faite. Or, si je dis, bah, tant que vous n'avez pas trouvé un psychomotricien, je ne le reçois pas, il ne va pas reçoit du tout. Et en vérité, il a la dyslexie également. L'autre diagnostic, je ne l'ai pas encore, hein, je le suis d'or, mais je ne l'ai pas encore. Il est dyslexique, il a bien besoin de mon intervention, donc il faut quand même que j'intervienne. Sauf que je sais qu'il faudrait qu'il y ait autre chose avant ou en même temps. Donc, au bout d'un moment, avec la famille et l'école, il y a une demande d'AVS qui est décidée pour
voilà, aider cet enfant à faire ce qu'il est empêché de faire, mais ça ne va pas remplacer les soins. Et ça va alléger les impacts, mais pas le rééduquer. Alors il y a eu une proposition qui a été faite pour cet enfant et quelque chose qui a un peu fonctionné, c'est qu'il a été inclus au sein d'un réseau de coordination de soins. Et l'inclusion au sein de ce réseau a permis un accompagnement à la famille pour qu'elle puisse rechercher un psychomotricien. Et puis en plus, dans le cadre de ce réseau de soins, il y a eu une prise en charge financière qui a été proposée pour le bilan. Et sur la moitié des séances de la première année, une prise en charge financière. Ça a mis du temps, hein. Écrit comme ça, on est passé d'une diapo à l'autre en 3 secondes, ça a l'air rapide. Ça a mis énormément de temps. Mais en tout cas, ça a pu se faire. Et pendant ce moment, pendant tout ce temps-là de la première année de prise en charge psychomotrice, comme quand même le psychomotricien est très très loin, c'est compliqué, il y a eu une fenêtre thérapeutique en orthophonie. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit à l'enfant, tu n'as pas besoin d'orthophonie, tu n'en as plus besoin. On lui a dit, bah, pour l'instant, tu vas t'investir dans les soins en psychomotricité, ça va sûrement faire énormément de bien, et en orthophonie, tu restes mon patient. Il y a une réunion pour toi à l'école, j'y vais. Si tu as un souci, quel qu'il soit, tes parents peuvent reprendre un rendez-vous entre deux. Mais en attendant, on va arrêter un petit peu l'orthophonie. Ça, c'est possible que si on se parle avec d'autres. Hein. Tout seul, c'est possible. Je vous parlais de Félix maintenant. En vérité, il y a beaucoup d'adolescents, vous allez voir beaucoup d'adolescents, mais c'est souvent à ce moment-là que ça coince. Félix, il a 13 ans, il est en 4e, il est dyslexique, il est suivi en orthophonie depuis la fin de la 6e, et c'est un élève dyslexique avec des écarts à la norme quand on fait des bilans énormes, et pourtant, il a d'excellents résultats scolaires. On pourrait se réjouir, finalement, c'est bien, il faut se mettre à l'école, c'est cool. Sauf qu'il souffre énormément, Félix. Parce que le fait qu'il ait de très très bons résultats, bien, ça masque le fait qu'il est obligé de produire beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il est tout le temps sur la brèche. Et donc il s'épuise, il se sent toujours lui en insécurité. Sauf qu'en France, Félix, il peut avoir 19 en maths. Il peut avoir 15,5. Ça existe encore, mais il paraît que ça n'existe plus. 15,5 en histoire géo. Non, mais en plus, je vous êtes sûr, il est dyslexique. Pas dire que c'est exprès, hein, mais vraiment, il est dyslexique. Bon, non, mais il est guéri, ou c'est une petite dyslexie. Ben, l'impact chez Félix est tellement important que Félix, il ne se rend même pas compte qu'il a de bons résultats. C'est-à-dire que quand on le félicite de ses bons résultats, eh bien lui, il n'est pas content. Parce que finalement, le 15,5, ben, lui, il pense qu'il méritait 17 ou 18. Et le 19, il pense qu'il méritait 20. Vous voyez, c'est-à-dire que, eu égard aux efforts qu'il a fait, il pense que ça valait plus, ça valait mieux. Donc c'est complexe parce que sur les sites de soi, ça fait du mal. Et en plus, eh ben, les impacts de ce trouble sont vraiment inquiétants. Donc on a proposé une rencontre avec l'équipe pédagogique, donc en coordination avec la médecine de l'éducation nationale et donc l'infirmière de santé scolaire de l'établissement où il est. Ça a mis du temps, hein, c'est pareil, hein, on passe d'une vignette à l'autre, mais bon, ça a mis du temps pour convaincre déjà Félix de chercher une solution et pour permettre à Félix d'accepter la solution qu'on a trouvée tous ensemble, c'est-à-dire lui permettre à lui d'aller expliquer aux autres ses troubles. Parce que tous les autres trouvaient quand même que, puisqu'il était pratiquement parmi les meilleurs élèves de la classe, et qu'il avait quand même quelques petits aménagements, c'est pas juste. C'est pas juste, il avait un petit à choix multiple, lui. Ah, bien sûr, c'est pour ça qu'il a bonne note, hein. C'est pas que pour ça, c'est parce qu'il a besoin de ça. Et donc, il a monté un petit truc, voilà, une petite présentation qu'on a faite tous les deux, et puis il est allé présenter pendant les heures de vie de classe avec l'infirmière de l'école pour expliquer à ses camarades. En vérité, le but, c'était aussi d'expliquer aux enseignants. Vraiment. Ils ont été invités, tous n'ont pas pu venir, mais tous ont demandé à la présentation après. Et actuellement, la vie de Félix est bien meilleure. Parce qu'il a pu dire à tous que les résultats qu'il avait, certes, c'était parce qu'il fonctionnait bien, mais c'était au prix d'efforts terribles qui l'épuisaient et qui le mettaient réellement en insécurité. Et sincèrement, si vous voyez son bulletin, vous avez envie de dire, c'est trop bien, tu devrais être content. Quand c'est dur, on n'est pas forcément content. Tout ça, ça a été possible aussi que parce qu'on s'est parlé entre nous. Et que la complexité
qui aurait pu paraître une situation très simple à un enfant qui a de très bons résultats, qui a des soins, bon, ça va bien, ben, la complexité, elle était bien là dans le ressenti qu'il avait. Je voulais vous dire, j'ai présenté que des choses où on a trouvé des solutions. Il y en a plein où on n'a pas de solution, hein, ou pas encore. Alors Hugo, il a 13 ans, il est en 4e, il est dyslexique. Et lui, Hugo, il est en difficulté parce qu'il a un accès à la compréhension qui est impossible, quasiment. Donc, il faut qu'il comprenne ce qui est écrit, parce que le déchiffrage, le déchiffrement est encore très laborieux. Quand on écoute Hugo lire quelque chose à voix haute, nous-mêmes, on est perdu, on ne comprend pas. Donc c'est très difficile. Alors c'est complexe parce que lui, il a bénéficié, par la FDPH, d'une compensation de cette situation de handicap. Il a des outils informatiques. Mais ça ne suffit pas parce que ce n'est pas accessible. Hugo, il a comme outil informatique, bien Dragon, Parosi, des machins. Il a voilà. Il a ces trucs-là qui sont bien, de toute façon qui ne lui permettent pas de fonctionner parce que premièrement, dans sa tête, les mots, il ne les voit pas. Et le logiciel de dictée vocale, ça peut marcher que si on peut l'utiliser à la maison. Parce qu'en classe, vous pouvez toujours essayer, mais vous n'allez jamais les copains, donc c'est pas possible. Par contre, tu as un ordinateur, donc tu n'as qu'à taper. Bah quand même, Hugo, tu as ton ordinateur, pourquoi tu tapes pas? Et il ne veut jamais utiliser son ordinateur, Hugo, il ne tape pas. Et moi, orthophoniste, on me demande de lui apprendre à utiliser l'ordinateur pour qu'il tape plus vite. Et il peut taper très très vite. Seulement, il va taper quoi? Il faut dire pyramide, simple, ou un peu. Elle est où la lettre sur le clavier? Et il va savoir le Y. Mais après, c'est AR ou c'est RA? C'est un M ou c'est un N? C'est un T ou c'est un D? D'accord? Vous voyez bien cette difficulté. Donc Hugo, pour lui, c'est impossible déjà d'écrire. Et puis il va lire. Oui, lire, mais lire, si quelqu'un lit pour lui, lui permet d'accéder à la compréhension. Très compliqué, parce que là, une situation très conflictuelle qui a valu à Hugo de changer de collège. Alors, au sein de ma région, on a proposé des ateliers d'éducation thérapeutique sur des choses un petit peu innovantes. Je sais que ça existe aussi un petit peu en Ile-de-France, avec un groupe de pères, un groupe d'enfants du même âge que Hugo, qui sont venus sur un certain nombre de séances apprendre à utiliser cet ordinateur pour compenser une partie de leurs troubles. Et du coup, au moment où il a participé à ce groupe d'éducation thérapeutique, dans la rencontre avec l'orthophoniste qui menait ce groupe-là, on s'est rendu compte que Hugo, ce dont il avait besoin en projet thérapeutique de ma part à moi, c'était que je l'aide, que je l'entraîne à comprendre la lecture oralisée. Parce que moi, je me disais, c'est quand même bien si on lit pour lui. Sauf que Hugo, au départ, si on lisait pour lui, il ne savait pas du tout s'y retrouver, parce qu'il ne savait pas écouter, il ne savait pas prendre les indices dans ce que je racontais. Donc on l'a entraîné, on est en train de l'entraîner, et on espère que ça va fonctionner de mieux en mieux. La dernière, c'est Léa. La proportion entre les garçons et les filles, elle ressemble un peu à l'origine. 9 ans et demi scolarisés en CM1, dyslexie, suivant l'orthophonie depuis la fin du CE1, il n'y a pas très longtemps. Mais un suivi très épisodique du fait de contraintes d'agenda dont on a pu parler un petit peu. Une situation complexe car aucun axe thérapeutique tel que moi j'avais pu l'imaginer ne peut être mené à terme. Alors, je ne sais pas si vous avez la représentation, mais à un moment donné, on s'était dit, allez, on va travailler la phonologie, savoir les syllabes. Ça, j'aurais pas de questions sur les quatre. Non, c'est pas vrai, hein. Je ne me défie pas, je peux aussi faire un stand, comme le monsieur là, on peut faire un stand où on en parle après. Donc, on avait travaillé la phonologie, mais on commence à travailler la phonologie, donc en travaillant par exemple sur les syllabes, et après on va arriver sur les sons. Sauf que Léa, eh ben, on ne se voit pas pendant 3 semaines, et quand elle revient, elle ne se rappelle plus ce qu'on a fait la fois d'avant, donc on est obligé de recommencer. Et ça fait un de fois, c'était un petit peu compliqué par rapport à Léa. Donc pareil, on a parlé avec d'autres, on a réfléchi, et là, c'est vraiment le médecin traitant qu'on a mis à contribution pour nous aider par rapport à la situation de Léa. Parce que une des raisons qui faisait que c'était difficile pour Léa d'accéder aux soins, c'est que les parents travaillent en équipe, sont sur une flexibilité du travail dramatique, et donc ne pouvaient pas tout le temps assurer les rendez-vous. Et du coup, quand ils en oubliaient un,
eh ben, ils hésitaient à rappeler, ils mettaient 15 jours, 3 semaines avant de rappeler pour reprendre un autre, parce qu'ils ne se sentaient pas, ils n'étaient pas très à l'aise par rapport à tout ça. Donc c'est pas facile. Donc là, avec le médecin traitant, on a demandé la mise en place d'un protocole qui s'appelle un protocole d'examen spécial, qui permet de décider, sur le plan médical, que cet enfant a besoin de soins longs et onéreux. Le fait que cet enfant puisse bénéficier, donc c'est une demande qui est adressée à la sécurité sociale, le médecin à la sécurité sociale se prononce avec les éléments médicaux que le médecin lui a adressés, et le fait que cet enfant puisse bénéficier de cet article L324.1, donc pour soins longs et onéreux, a fait qu'on a pu déclencher, la famille a déclenché une demande de prise en charge en taxi, dont la prise en charge ne peut être faite que dans ce cadre-là, donc pas 100% par la Sécu, hein. Il faut quand même que la personne ait une complémentaire maladie, mais les parents ont pu, eux, avoir recours à un taxi, ce qui n'aurait pas été possible. Et donc là, il a été possible en plus de faire en sorte que Léa soit prise en taxi à l'école pour venir au cabinet d'orthophonie et qu'elle reparte après à l'école, sur un temps donc assez court d'absence et sur un temps scolaire, de façon à ce que ce ne soit pas en plus à la fin de sa journée, où cette fille était quand même très très épuisée. Là aussi, c'est parce qu'on s'est parlé tous ensemble. Mais c'est quand même des situations complexes, ça met longtemps avant que tout ça semble être une piste de solution. Donc ce qui est complexe n'est pas forcément lié aux écarts à la norme. Ce qui est complexe est multifactoriel. Et ce qui est complexe ne peut se simplifier que grâce à la réflexion qu'on peut avoir sur notre pratique professionnelle, menée avec les parents, avec les enfants, avec les autres professionnels de santé, grâce au partage d'informations qu'on va avoir, qui va nous permettre d'être dans cette optique de partenariat, chacun à sa place, agissant avec son expertise, dans le respect de la place de tous. Et du coup, juste avant vos questions, ça me permet d'expliquer pourquoi nous, orthophonistes, nous sommes allés demander au ministère de l'Éducation nationale et à la DGESCO une clarification du rôle de chacun concernant deux dispositifs dont vous avez entendu parler, que vous connaissez bien. D'une part le PAP, d'autre part les conditions d'aménagement d'examen. Parce que jusque-là, l'Éducation nationale mettait la pression sur vous, parents, qui bien sûr reportait la pression sur nous, soignants, pour avoir absolument le bilan orthophonique de moins de X mois qui allait prouver que vos demandes étaient légitimes. Nous avons, avec ce travail avec la DGESCO, donc l'Éducation nationale, pu clarifier le rôle de chacun. Le soignant que nous sommes pose un diagnostic. Ce bilan diagnostique, s'agissant des troubles 10, ce bilan diagnostique est important pour nous, pour définir notre projet thérapeutique, mais en aucun cas il ne va permettre de déterminer quels sont les aménagements pédagogiques dont aurait besoin votre enfant. C'est bien le projet thérapeutique dont il s'agit. Par contre, ce diagnostic durable, d'accord, il n'a pas besoin d'être reposé dans 2 ans, il n'a pas besoin d'être reposé il y a 6 mois ou il y a moins de 6 mois pour qu'on puisse vérifier qu'il s'agit bien de troubles durables. Donc le bilan orthophonique n'a plus de date de péremption. S'il est ancien, il pose, il valide le fait qu'il y a un diagnostic de troubles durables. S'agissant après de la constitution pour les aménagements pédagogiques dans le PAP, de la constitution de ces aménagements, les orthophonistes seront et continueront, et je crois Chantal qui rapportait les paroles de la présidente de la FNO, l'a bien dit, nous continuerons à être à côté des familles, à notre place. Et notre place, c'est pas de faire des bilans quand les autres nous le demandent, d'accord? Notre place, c'est d'être en soins. Par contre, notre place d'accompagnement, c'est d'être auprès de vous, parents, quand il va falloir aller négocier. J'aimais bien le mot négocier parce que c'est pas négocier pour dire, bon, bah, si je te donne ça, tu me donnes ça. C'est un dialogue constructif. Donc, nous serons toujours présents, auprès de vous, pour aller à l'école, parler sur l'impact des troubles des enfants. S'agissant des conditions d'aménagement, des conditions d'examen, la demande est un petit peu différente puisqu'elle passe par un médecin désigné par la CDRDH. Et donc là, le diagnostic orthophonique est également important, mais une lumière peut-être plus présente sur comment l'enfant fonctionne en situation d'examen est nécessaire. Nous sommes en train de travailler avec la DGESCO à
comment nous, orthophonistes, on peut peut-être imaginer un partenariat sur peut-être une grille d'impact, ou j'en ai entendu parler, de grille d'impact, en tout cas un travail conjoint avec l'éducation nationale, mais avec surtout les médecins de l'éducation nationale, qui eux vont savoir de quoi ils ont besoin pour connaître les impacts du trouble et la possibilité des aménagements. J'espère que j'ai clarifié un petit peu. En tout cas, pour nous, ce qui est important, c'était de ne pas faire subir des bilans supplémentaires à vos enfants qui n'ont pas besoin qu'on retrouve tous les 4 matins, qui sont 10. C'était aussi de ne pas faire rembourser par l'assurance maladie des bilans demandés par le reste du monde qui n'a pas à demander ces bilans. Ce n'est pas légitime. Vous voyez, quelqu'un qui, est daltonien, on ne va pas redemander tous les 4 matins un bilan ophtalmo global qui prouve qu'il est daltonien. Ben voilà, c'est pareil. Donc on est vraiment dans la réalité, mais pas pour se dire on s'en débarrasse, on n'est plus là, mais c'est vrai qu'on partira sur de bonnes bases et on va travailler ensemble. Je vous remercie. Me again. Never thought that you were my friend.